Bonjour, nous sommes en compagnie de l'artiste Henri Maillot. Vous participez à une exposition intitulée Dessin avec un S et Dessin EIN dans notre galerie du collège qui a lieu du 2 au 13 mai 2022. Donc, pourriez-vous vous présenter? Bon, Henri Maillot, je suis sculpteur plutôt, parce que aujourd'hui on définit les artistes la plupart du temps comme des plasticiens. Ça veut dire qu'ils peuvent être aussi bien dessinateurs que peintres, faire des installations, faire de la sculpture, etc., etc. Moi, je suis plutôt sculpteur. Cela veut dire que je m'intéresse à des objets en volume. Et plus spécialement, je suis intéressé par l'espace public. Donc, je fais des choses pour l'espace public, sur des giratoires, sur des places, etc. Mais en même temps, comme tout bon sculpteur qui se respecte, je dessine beaucoup. Je suis un dessinateur à la base. Quel est votre parcours professionnel et quelle est l'œuvre que vous avez réalisée qui est la plus connue du grand public? Mon parcours professionnel, alors, j'ai fait une école d'art à Paris qui s'appelle le lycée Claude Bernard, qui n'existe plus puisque ça a été remplacé par l'université. Donc j'ai fait l'école nationale qui est à Paris et au bout de 4 ans, j'ai obtenu un diplôme qui est le CAPES comme son professeur, là, monsieur Julien, et j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années comme professeur d'art plastique et un peu plus tard, j'ai été professeur également à l'école des Beaux-Arts de la Réunion, tout en ayant en même temps une pratique d'artiste professionnel, surtout dirigée vers l'espace public. Donc mon œuvre la plus médiatisée, qui a un peu fait le tour du monde, c'est le trophée de Questions pour un champion. Je ne sais pas si à votre âge, on regarde encore cette émission, mais j'ai fait ça pendant une bonne vingtaine d'années. Et donc le trophée que j'ai réalisé, qui est un bronze, représente une jeune femme qui porte un livre sur sa tête. Voilà. Il y a un exemplaire d'ailleurs qui est à la médiathèque du port. Si jamais vous allez vous rentrer dans cet établissement, vous pourrez le voir. Il est question que l'on en fasse une, mais en 2 mètres de haut environ, parce que le trophée lui-même fait 50 cm de haut. Donc là, on passe une sculpture monumentale en bronze qui sera devant la médiathèque du port. Voilà, ça c'est mon œuvre la plus célèbre puisqu'elle a fait le tour du monde. Vous savez, avec la télévision, la télévision est un support absolument extraordinaire qui va jusque dans les coins les plus reculés de la planète. Et Question pour un champion étant une émission très regardée dans le monde grâce à TV5. Il y a eu des masters de la francophonie, le trophée des artistes, le trophée pour les juniors, etc. Il y a eu plein. Voilà. Et effectivement, lorsque je me déplace dans la francophonie, je suis accueilli comme une star d'une certaine manière, parce que je signe des autographes, je passe à la télévision, etc. Tout ça pour vous dire que grâce à un objet, s'il est bien diffusé, on peut avoir une légère célébrité, ce qui a été mon cas. Donc vous êtes artiste, votre métier ne ressemble pas aux autres métiers un peu plus classiques. Lorsque vous réalisez une exposition, par qui êtes-vous payé et comment gagnez-vous votre vie? Alors, moi, je fais très peu d'expositions, en fait. Parce que faire une exposition, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps pour un résultat qui, la plupart du temps, n'est pas satisfaisant. Sauf si c'est une institution, comme la région Réunion, comme le département ou une commune, etc., qui va acheter une œuvre. Mais c'est pas toujours le cas lorsqu'on fait de la sculpture, surtout si on fait des sculptures un peu importantes ou des installations, et c'est difficilement négociable, les gens n'achètent pas. Et c'est vrai qu'à La Réunion, par exemple, il n'y a pas forcément de collectionneurs d'art. Donc, je fais pas trop d'expositions pour les raisons que je viens d'évoquer. Je je gagne plus ma vie avec les marchés publics. Parce qu'une commune, par exemple, veut faire un monument, elle lance un appel d'offres et en tant qu'artiste, on peut répondre à cet appel d'offres et on fait un projet. Après, on passe devant un jury qui dit « Tiens, ça c'est intéressant, nous allons le faire. » Voilà, c'est un peu ça. Je gagne ma vie plutôt comme ça. Et combien de temps, en général, vous prend la réalisation d'une œuvre? Lorsqu'on posait cette question à Pablo Picasso, que vous connaissez quand même, donc Picasso, lui, donnait son âge. Parce qu'en fait, pour créer une œuvre, on a besoin de toute sa vie.
Une œuvre a besoin d'une longue maturation. Et lorsqu'on crée quelque chose, en fait, on y a pensé, non pas depuis toujours, mais c'est une gestation. Vous savez, une œuvre, c'est comme une graine que l'on a qui germe dans son cerveau, et il faut attendre qu'elle soit à maturité pour qu'elle éclose et qu'on puisse réaliser son projet. Donc, moi, je vais vous répondre de la même manière que Picasso. J'espère qu'il me pardonne de lui emprunter cet adage. Mais effectivement, après, on peut donner le temps de réalisation, mais c'est du matériel à ce moment-là. On n'est plus dans de la création propre. Pour faire un bronze, ça tout dépend de la taille. Ce qu'on va faire, par exemple, pour la médiathèque, le bronze de la Vénus au livre, là, de Question pour un champion, chez le fondeur, ça va prendre 3 mois à peu près. En fait, la première étape, ça va être l'agrandissement de la sculpture que j'ai déjà envoyé chez l'agrandisseur en métropole, qui va numériser la sculpture pour l'agrandir à mousse polyuréthane à la bonne échelle, et ensuite elle sera expédiée à la Réunion chez le fondeur qui lui fera le moule et pour en tirer un bronze. Voilà. Et quelle est votre source d'inspiration dans votre travail de création? Moi, je m'intéresse beaucoup à la figure humaine parce que je pense que c'est le sujet numéro 1. Depuis toujours, depuis le temps des cavernes, le premier désir de l'homme a été de se représenter. Il a commencé par utiliser sa main comme pochoir, hein, vous avez déjà vu ça, dans des grottes, celles de Lascaux par exemple. Ensuite, il a représenté les animaux, donc c'était de la chasse essentiellement. En fait, l'histoire de l'art, elle commence là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps humain, c'est le corps en mouvement d'une certaine manière. Le personnage est un élément récurrent dans vos créations, que cela soit en sculpture ou dans vos dessins. Certains personnages sont cachés par un masque, un éventail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les personnages choisis, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Donc là, en fait, vous faites allusion à cette série de dessins que j'ai réalisés pendant le confinement. Hein? Oui, c'est ça. Alors, en fait, juste en 2 mots, avec le confinement, comme vous-même, on a vécu une sorte de moment historique assez grave, hein, puisque tout d'un coup, on s'est senti comme emprisonné. Et s'il y a 3 ans, on nous avait dit, vous savez, l'année prochaine, vous serez enfermés chez vous, vous ne pourrez pas sortir. Et si vous voulez sortir, il faudra une autorisation, vous porterez un masque, etc. On n'aurait pas cru. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc moi, j'ai réagi à cette dimension historique du moment. Et je me suis dit, ça a été le prétexte pour moi, une sorte d'enjeu. Je me suis dit que j'allais faire un dessin par jour de ce confinement tant qu'il durera. Et en fait, j'ai réalisé 49 dessins. C'est à peu près le temps, parce que j'ai dû avoir 2 ou 3 jours de retard par rapport au début du confinement. Et j'ai réalisé donc ces 49 dessins dans une première période, on va dire, c'est une période de sidération. Je me demandais un peu ce qui se passait, j'étais un peu inquiet. Et en fait, je me suis intéressé à des œuvres que j'aimais, que j'ai empruntées à l'histoire de l'art et qui étaient un peu représentatives de ce moment de sidération. C'est ainsi qu'il y a le radeau de la Méduse de Géricault. Il y a le massacre des Saints Innocents. J'ai recopié des œuvres d'un peintre américain, le nom m'échappe tout d'un coup, et qui parlait de solitude. Hein. J'étais plutôt là-dedans. Et en deuxième partie de ce confinement, j'ai commencé à m'intéresser aux masques. Et c'est à ce moment-là que je me suis moi-même mis en scène, où j'ai fait des images célèbres, telles que l'origine du monde de Courbet, ou bien mes enfants, mes petits-enfants, que j'ai revêtus de masques dans des paysages un peu inattendus. Voilà. Dans chaque image, un personnage central nous fixe du regard et on a l'impression que son regard, il nous suit. Est-ce que c'est normal de ressentir ce sentiment oppressant? Oui, bien sûr. Oui, c'est volontaire. Hein. Et c'est un langage qui est emprunté à la publicité. Vous avez déjà vu de ces photographies, ces portraits, où lorsque vous regardez le portrait, vous avez l'impression que son regard vous suit et vous-même, vous pouvez suivre son regard lorsque vous déplacez devant. C'est une technique, on va dire. Et on voit autour souvent des éléments de la nature. Pourriez-vous nous expliquer le choix de cette importance à la nature ? C'est sûr que si on s'intéresse à l'humain, au corps en déplacement, par exemple, c'est évident qu'à un moment donné, il faut le situer. Et moi, je suis... comme beaucoup de Réunionnais d'ailleurs, je pense. Hein. On est très attiré par le paysage. On vit beaucoup dehors. Et pour moi, c'est un écrin absolument extraordinaire. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Et moi, je vous remercie pour vos questions qui étaient très, très pertinentes. Bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
and now